Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Nabil Melazouz. Merci, je suis ravi d'être parmi vous. Mais merci en tout cas d'être parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nabil Melazouz, je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie, la FMCI, qui regroupe plusieurs bureaux d'études en matière d'audit également, et plusieurs laboratoires aussi, plusieurs corps de métier, et qui interviennent dans différents secteurs d'activité, y compris travaux publics. Donc vous êtes la personne idoine pour ce débat aujourd'hui sur le ring. Entre autres. Entre autres, mais en tout cas la personne idoine pour nous aujourd'hui de vous avoir sur le débat sur le ring, qui a 3 thématiques. Round. Donc première thématique, premier round, reconstruction d'El House, où, comment et qui, avec un point d'interrogation. Deuxième round, matériaux locaux, il y a tout un débat autour de ça. Est-ce que les matériaux locaux, selon vous, sont résilients ou vulnérables face à une catastrophe naturelle, notamment un séisme? Et troisième round, reconstruction en situation d'urgence, est-ce que c'est une opération à haut risque? Point d'interrogation Nabil Melazouz. Sur le premier round, reconstruction d'El House, tout le monde en parle, mais quand on ramène ça à où reconstruire, comment et qui, ou avec qui, là par contre on n'y va pas très clair. Quel est votre point de vue là-dessus? De toute façon, à l'échelle macro, la construction doit être faite par les Marocains et pour les Marocains. Maintenant, quand on va faire un zoom avant, c'est une reconstruction qui doit tenir compte des spécificités locales et des besoins locaux. Moi je dis toujours que le citoyen doit être au départ et à la fin de tout le processus. En fin de compte, notre départ, c'est les besoins du citoyen, à condition de bien les identifier. Et puis, notre point d'arrivée, c'est la satisfaction de ces besoins. Donc, le citoyen doit être au carrefour. Valeur aujourd'hui, justement, Nabil Melazouz, parce que je rappelle que votre fédération s'est mobilisée au lendemain du séisme. Vous avez créé une cellule très spéciale, vous avez risque. Et je sais que vous avez envoyé une vingtaine de personnes de votre fédération, volontaires qui ont été sur le terrain. Je sais que l'État, les pouvoirs publics ont demandé à ce qu'il y ait un diagnostic précis qui soit fait. Est-ce que Valeur aujourd'hui, on a un constat déjà qui a été élaboré sur ce qui est à l'origine de la catastrophe naturelle et les conséquences, et notamment d'ailleurs la destruction massive d'habitations? Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, précisément, est-ce qu'on a un constat de la situation? Effectivement, nous, on s'est mobilisé d'abord par une première délégation d'une vingtaine d'experts qui a été relayée jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle est toujours relayée par de nouvelles équipes et nouveaux volontaires. Alors, cette mission avait pour objectif de revenir avec un éclairage sur la situation et donc de faire un constat et d'explorer les zones là où le séisme a le plus frappé. Et effectivement, d'ailleurs, on a fait un parcours qui commence par Hamzmiz en direction d'Eril, l'épicentre du séisme, et on passe bien sûr par Moulay Ibrahim, Anchkouk, etc. Et donc, cette mission d'éclairage, bien sûr, nous a permis de restituer un certain nombre d'observations. Et les équipes étaient d'ailleurs très complémentaires et très diversifiées. Il y avait des ingénieurs structures, il y avait des hydrauliciens, des géotechniciens, des géophysiciens. Et en plus, il y avait plusieurs équipes autonomes et donc qui étaient là pour explorer le terrain. Qu'est-ce qui ressort là-dessus? Parce que beaucoup se disent, voilà, il y a des avis sont très partagés. Vous qui avez été sur le terrain, vos équipes ont été sur le terrain. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt les habitations qui ont été construites sur du sol tectonique mouvant? Donc c'est ça qui est à l'origine de cette catastrophe et l'effondrement des habitations. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui revient? En fait, il y a un peu de tout. En fait, il y a d'abord l'assise, il y a le site, il y a des désordres dus au site lui-même, donc soit à sa fragilité ou bien à sa précarité par rapport au séisme. Alors, quand je dis le site, c'est-à-dire la stabilité des versants, la plateforme, est-ce qu'elle est bien située ou pas, est-ce qu'elle est dans un lit de web ou pas, etc. Et puis après, il y a des problèmes liés à la bâtisse elle-même. Donc à la bâtisse, est-ce qu'elle est construite en matériaux locaux ou pas? Vous le disiez tout à l'heure. Là, vous avez de la data précise là-dessus? On a déjà les premières observations et on a les premiers échantillons vus sur place. Et on a vu un petit peu de toutes les couleurs. Est-ce que ça veut dire, Nabil Melazouz, que Valeur aujourd'hui, ce qui remonte en termes de diagnostic technique et analytique par vos équipes, c'est essentiellement des constructions qui ont été construites via de l'autoconstruction sur une région très sismique, d'une part, et est-ce que ce qui revient aussi en termes de diagnostic, c'est le fait que ces constructions c'est de l'autoconstruction d'ailleurs, ont été construites avec des matériaux locaux qui n'ont pas pu faire face à la violence du séisme? Est-ce que c'est ça qui ressort? En fait, un matériau local est neutre. Tout dépend comment on va l'utiliser. Si on l'utilise à bon escient,
avec des règles de calcul et des règles de construction bien précises, le matériau local ne peut pas être incriminé. Par contre, et d'ailleurs à juste titre, même un matériau classique, béton, acier, etc., s'il n'est pas utilisé à bon escient, s'il n'est pas mis en œuvre dans des règles de l'art, lui aussi peut poser problème. Mais juste sur le premier point d'abord, sur les régions sismiques. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces habitations qui sont majoritairement sont effondrées, voire totalement détruites, c'est parce que le sol était tectonique et donc sur une région extra-sismique, c'est ça? En fait, maintenant, on est amené à revoir et à actualiser les cartes sismotectoniques. Parce qu'en fin de compte, après ce séisme, et après les données recueillies de ce séisme, là, on sera amené à actualiser ces cartes. Ces cartes d'aléas, là. Ah oui, les cartes, non seulement sismotectoniques, mais aussi des aléas de manière générale, que ce soit les aléas liés à l'inondation, ou liés à la stabilité des versants, liquéfaction des sols, etc., etc. Donc, vous avez évoqué ça, parce qu'on va évoquer aussi les matériaux locaux. Est-ce que aussi vous avez constaté, ou ce qui a été constaté, c'est qu'aucun respect de la réglementation en matière de construction? Est-ce que ça fait partie aussi de ce qui relève et ce qui ressort du premier diagnostic? On ne peut pas affirmer avec cette facilité cela, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où le site a été prépondérant, où l'instabilité du site au niveau des sols. A engendré, oui, toute la plateforme qui a été instable, et donc automatiquement les bâtiments qui étaient dessus ont dû s'écrouler. Il y a aussi le cas où l'hydrogéologie a joué aussi. Parce que vous savez, avec le séisme, il y a eu de nouvelles sources qui ont apparu, il y a des sources qui ont été colmatées, d'autres qui ont vu leur débit augmenter, et donc il y a tout un réarrangement. Et vous savez, tout ceci vient du fait qu'il y a des aquifères qui sont à l'horizon des roches, et puis qui ont été donc touchés par le séisme, fissurés, et donc automatiquement ça donnait lieu à de l'eau. Donc, mais en même temps, est-ce que la réglementation dans cette région-là du Maroc, parce que très souvent il y en a beaucoup qui considèrent que les différentes réglementations depuis 2011 en matière de construction, c'était beaucoup plus orienté pour la construction de bâtiments et de logements en ville, pour les urbains et pas pour le rural. Et donc, est-ce que là, en l'occurrence, la réglementation non pas respectée, on dit aussi que les méthodes d'utilisation aussi en matière d'autoconstruction sont archaïques et dépassées, et que c'est ça en fait qui a été le plus meurtrier pour... En fait, moi je dirais qu'il y a eu un enlisement des pratiques. Les pratiques ancestrales, elles sont toujours là, c'est qu'elles sont valables. Maintenant, ces pratiques ancestrales, je donne un exemple. Quand on construit une maison en pisé, on pense à des bâtisses, on pense à des raidisseurs en bois et en pierre. Alors si on ne met pas ces bâtisses-là, automatiquement, la même construction en pisé devient fragile et devient vulnérable. Et donc si on n'observe pas un certain nombre de règles, même si elles sont ancestrales, automatiquement on court le risque. Dernier point avant de passer au deuxième round, Nabil Benazou, on a dit où est-ce que vous considérez-vous qu'on peut reconstruire sur site? Là où il y a eu l'effondrement, la disparition des habitations, est-ce que sur le où, vous dites vous êtes plutôt favorable à ce qu'il y ait reconstruction sur site ou pas? Il va falloir justement, que vous avez. Il y a des préalables. Alors les préalables, il va falloir retracer les cartes des aléas et identifier les zones là où on peut construire. Mais là où ça s'est effondré, est-ce qu'on peut reconstruire là où il y a eu effondrement? Si cette zone-là n'est pas couverte par un risque donné, pourquoi pas? Parce que vous savez, il y a l'effet d'entraînement, il y a l'effet d'ébranlement par mitoyenneté, si on peut dire. Et donc finalement, il y a des zones qui ont été touchées, mais qui ne constituent pas le centre du risque lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une disparité en fait en fonction des situations et des endroits. Une disparité aussi qui dépend aussi de la géologie. Parce que quand vous avez du schiste, vous avez un sol plus virulent, c'est pas la même chose quand vous avez du calcaire ou des dolomites. Quand on a 6000 de War et il y en a à peu près 3000 qui se sont effondrés, c'est ce qu'ils fait aussi l'Arja d'ailleurs au niveau de l'inventaire, est-ce qu'on peut dire que là où ça s'est totalement effondré, on ne peut pas reconstruire dessus? C'est déjà un point assez simple à trancher. Hein. Mais maintenant, il va falloir recouper cela avec les autres risques. Parce qu'il n'y a pas que le risque sismique, encore une fois. Et souvent, parfois, le risque hydraulique peut être plus néfaste que le risque sismique. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a eu le séisme, le ministère de l'Équipement a eu à inspecter les barrages. Et il y a 3 barrages, il y a 3 grands barrages autour de la région. Alors imaginez que si l'un des barrages lâchait,
ben, ça aurait été beaucoup plus catastrophique. Et les 3 barrages n'ont pas bougé? Ah non, ils n'ont pas bougé. Même avec un séisme aussi violent, ben, 7,2 sur l'échelle Richter. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Parce qu'ils sont calculés de manière à résister. Pas à résister totalement, mais même s'il y a des fissures, ben, leur solidité n'est pas menacée. Sur le comment, là, sur la reconstruction, on reconstruit comment? Là, valeur aujourd'hui. On a dit, on passe du où au comment? D'abord, c'est d'abord réfléchir à un inventaire des matériaux locaux sur place. Parce que le mieux, c'est de recycler les matériaux sur place. Si on peut, pourquoi pas? Parce que vous savez, à ce moment-là, ça va prendre du temps, ça. Il faut un savoir-faire, et 2, ça va prendre du temps. Non, le savoir-faire, il y a déjà des études. Sur le recyclage, sur le recyclage, il y a aussi des partenariats avec d'autres opérateurs étrangers, et pour lesquels on avait rendu visite d'ailleurs. Et ce recyclage-là va nous permettre justement d'éviter de transporter beaucoup de matériaux d'ailleurs. Et sachant que les routes sont dans un état, même la route qui n'a pas lâché, donc c'est privilégier le recyclage parce que l'accessibilité va être compliquée. Et sur le qui? Parce que là, on va être sur de l'auto-reconstruction, on va passer de l'auto-construction à l'auto-reconstruction. Est-ce que ça va être les habitants qui, eux, ont toujours construit leur maison et leur habitation? Est-ce que ça va être à eux que va être confiée, selon vous, la reconstruction? Alors, il y a 2 phases. La reconstruction, il y a d'abord les actions macro. Alors, les actions macro, ça veut dire que l'État, à travers ses opérateurs, il doit déjà définir les plateformes, les zones où on peut construire. Après, bien sûr, en tenant compte des aléas, etc., etc. Une fois ces zones bien identifiées, à ce moment-là, on disposera de plateformes. Et après, même si on décide on va vers l'autoconstruction, moi, citoyen, je saurai que telle zone est permise et telle zone n'est pas permise. Est-ce qu'on doit prendre le risque, entre guillemets, Nabil Benazouz, après ce qui s'est passé? Je rappelle le bilan provisoire, c'est pratiquement 3000 décès, plus de 5000 blessés et des centaines de disparus, a priori aussi. Est-ce qu'on peut confier la reconstruction à des habitants? Tout seul, non. Tout seul, non. Il faut l'accompagnement de... Alors, il faut que les habitants construisent, mais avec un accompagnement de très près. Et là, je vais ouvrir une parenthèse par rapport au paradigme de l'acte de bâtir de manière générale. Parce que cet acte de bâtir, je crois qu'après ce séisme, doit être revu. Et c'est à l'image, je dirais, d'un secteur qui est très connu par le public, qui est le football. Vous savez, pour réussir un match de football, il va falloir avoir de la planification, une stratégie sportive, et des infrastructures, que ce soit le terrain, les gradins, etc. Et avoir des accès, tout comme l'acte de bâtir, il faut avoir des accès valables et des plateformes stables. Et puis, il faut avoir aussi de l'éclairage. Et pourquoi l'éclairage? Pour avoir plus de transparence et surtout avoir des règles du jeu. Et une fois qu'on a tout cela, ben, automatiquement les joueurs chacun va mener sa mission, que ce soit les attaquants. Donc vous appelez un plan Marshall sur l'acte de bâtir. Vous dites qu'il faut tout revoir sur l'acte de bâtir. Et il va falloir formaliser aussi. Il faut laisser la trace. Et pour revenir à l'exemple du football... La trace, c'est quoi? Là, c'est l'architecte qui laisse sa signature? Non, pas seulement l'architecte, c'est l'ensemble des intervenants qui laissent leur signature. Et le cahier de chantier doit être signé par l'ensemble des intervenants. Et d'ailleurs, pour revenir à l'exemple du football, vous savez, le football moderne maintenant fait recours à des moyens technologiques comme le VAR. Pourquoi le VAR? C'est la traçabilité, c'est le formalisme. Parce que s'il n'y a pas de traçabilité, s'il n'y a pas de formalisme, on ne peut pas définir des responsabilités. Donc vous appelez aussi à revoir l'acte de bâtir et à la transparence la plus totale. Deuxième round, justement, les matériaux locaux, beaucoup de débats là-dessus, beaucoup de prises de position ces dernières semaines. Est-ce que pour vous, les matériaux locaux sont-ils résilients ou vulnérables face à une catastrophe naturelle, et notamment, dans ce cas précis, face à un séisme? Vous savez, un matériau local, par définition, pourquoi il a eu ces galons de prestige? Parce qu'à travers les années, il a été éprouvé. Et donc, génération après génération, il a été évolué, il a été amélioré, etc., en fonction de l'usage, en interaction avec les besoins. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi dans ces régions-là, on construit avec le pisé et non pas avec autre chose? Parce que le pisé, il est disponible à portée de la main. On n'a pas besoin de transporter des matériaux. Et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, de ne pas transporter des matériaux. Et puis aussi, le pisé, ça permet aussi d'avoir une certaine isolation thermique. Ça, c'est important. Mais malheureusement, ça ne permet pas d'avoir une isolation hydraulique. Donc vis-à-vis des eaux. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a vu des maisons les sinistrés ont été tués par la dalle.
Pourquoi la dalle? Parce qu'ils ont essayé au début d'alourdir ces toits avec de la paille, etc. Et puis après, comme ça ne marche pas, ils mettent une dalle en béton sur des murs en terre qui ne sont pas tellement porteurs, au moins qui ne sont pas bien disposés pour supporter cette dalle. Et donc finalement, c'est la dalle qui a tué pas mal de sinistrés. Est-ce que justement par rapport à l'inventaire que vous avez fait, vous et vos équipes, Nabil Benazouz, sur le terrain, dans l'arrière-pays de Marrakech, est-ce qu'on n'a pas de data précise là-dessus? Est-ce qu'il y a autant de maisons construites sur la base de matériaux locaux, vous avez fait référence pisé, terre crue et pierre locale, que de bâtiments qui ont été construits avec du ciment et du béton? Parce que voilà, il y en a qui sont entre les pros béton et pros ciment et les pros pisé et pro terre crue. Les citoyens ne savent pas en fait ce qui est réellement. Qu'est-ce qui a été le plus vulnérable et qu'est-ce qui a été le moins résilient? En fait, je ne peux pas vous donner un bilan statistique précis, mais je peux vous donner les échantillons qu'on a rencontrés. Il y a de tout. Alors, il y a du pisé à 100%, il y a du béton armé, donc construction moderne, et il y a le mixte. Il y a pisé et béton armé. Qu'est-ce qui a tenu le plus? C'est sûr, ce qui a tenu le plus, c'est celui en béton qui respecte un minimum de règles. C'est clair, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, les structures mixtes, parfois, c'était la solution et parfois, c'était la catastrophe. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dalle qui tue. Et puis la structure en terre, s'il y a les boutisses dont je parlais tout à l'heure, s'il y a les raidisseurs qui sont ancestraux, qui est une pratique ancestrale, ben, en général, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous partagez le point de vue de certains sociologues et anthropologues qui ont constaté sur le terrain, parce que vous, c'est là vous avez fait une constatation technique, qu'en fait il y avait une perte de savoir-faire local dans la construction et que ces nouvelles constructions plus récentes, c'est elles qui ont été beaucoup plus vulnérables à la violence du séisme? Vous savez, moi je dis toujours que quand on met dans un corps souple, un corps rigide, ben, ça devient l'intrus, ça devient le problème. Et d'ailleurs, dans notre jargon, dans notre métier, c'est connu, c'est une règle générale. On ne met jamais un corps rigide dans un corps souple. Donc c'est la même chose. Vous avez une construction en terre et puis vous introduisez du béton, mais pas avec la même logique, pas avec le même soubassement. Alors pour revenir aux matériaux locaux et pour revenir aux dispositions constructives, vous savez, ces maisons-là ne peuvent pas supporter les constructions en hauteur. Et donc il va falloir construire horizontalement. Alors pour construire horizontalement, il va falloir avoir des incitations foncières. Alors pour les matériaux locaux, c'est sûr que l'autochtone sur place, pour lui, c'est beaucoup plus facile de trouver du ciment, de l'acier et des gravettes, plutôt que de revenir à la pratique ancestrale dont il ne maîtrise même pas les tenants aboutissants. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de perte de savoir-faire traditionnel en matière de construction? Voilà, donc il faut des incitations pour l'utilisation des matériaux locaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme incitation? Parce que là, je sais et dans les règles de l'art aussi. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens? Parce que là, aujourd'hui, il y a des indemnités subventions qui vont être attribuées pour celles et ceux qui ont eu leur habitation totalement détruite ou partiellement. Est-ce que vous dites-vous, là, il faut que ce soit conditionné par un cahier des charges précis pour préserver la construction avec le savoir-faire local aussi, qui doit être présent dans le cahier des charges? On doit encourager d'une manière ou d'une autre l'usage de ces matériaux locaux. Peut-être on peut imaginer un montant gratifiant pour ceux qui construisent avec les matériaux locaux. Parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui, pour lui, c'est très facile d'utiliser un matériau classique et aller vers le matériau local qui est beaucoup plus élaboré. Et donc finalement, ce savoir-faire, il doit être préservé et ça ne sera pas n'importe comment. Il va falloir retrouver ces pratiques ancestrales. Apparemment, ça va être compliqué, ça. Les mettre au goût des règles de calcul et surtout, et là j'insiste là-dessus, tout ce qui est procédé qui est lié à ces pratiques ancestrales doit être rédigé dans un guide. Et nous, on est en train, au niveau de la fédération, on est en train de réfléchir aux grandes lignes d'un guide. Qui pourrait être retenu dans le futur cahier des charges. Le guide doit avoir des déclinaisons en langue locale, en amazigh. Avec le dialecte local. Dialecte local. Parce que vous savez, ces gens-là ont oublié même la terminologie. Que ce soit des matériaux ou des procédés. Vous savez, quand j'appelle ce stylo avec un autre mot, ben, il va falloir utiliser ce mot-là et non pas stylo, parce que les gens ne vont pas comprendre stylo, et ainsi de suite. Quand je parlais tout à l'heure de boutisme, ben, il va falloir prononcer le terme dans la langue locale.
Parce qu'à ce moment-là, le maçon va savoir ce qu'il va faire. Dernière petite question à vous poser, vous avez vu aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Certains ont projeté en tout cas ce que devrait être la reconstruction dans l'arrière-pays de Marrakech des villages de montagne. Il y a deux écoles en fait de pensée, ceux qui disent effectivement il faut projeter tout ce monde rural dans le 21e siècle et bien l'ancrer avec les techniques modernes de construction et de matériaux, et ceux qui disent non, surtout il faut préserver le cachet, c'est une belle signature architecturale, ça attire les touristes, voilà. Donc on est sur deux modèles de pensée un peu différents. Moi je dis toujours que, au risque de me répéter chaque fois, moi je suis toujours pour les approches qui se sécrètent et pas des approches qui se décrètent. Parce que quand on décrète, le récepteur n'est pas toujours convaincu. Et donc, même s'il suit, il ne va pas suivre avec corps et âme. Par contre, quand vous laissez le besoin se sécréter et puis la réponse à ce besoin se sécréter localement, bien sûr, moyennant un accompagnement, moyennant une mise en valeur et puis une mise en règle surtout. Parce que là, on ne peut pas construire n'importe comment. Je reviens à l'exemple tout à l'heure. Un match de foot doit avoir des règles claires et précises. Et que tout le monde doit respecter, y compris dans la ville. Nabil Benazzouz, on va passer au troisième rang. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, on a dit, c'est à peu près 6200 douars dans les différentes provinces, parce qu'il y en a 5. Oui. Haus Taroudant, Chichawa, Azilal, donc il y a Ouarzazate également, donc 5 provinces qui ont été retenues pour ce plan Marshall de reconstruction. Est-ce qu'on peut imaginer que sur les 3000 douars qui se sont totalement effondrés, d'avoir un accompagnement individuel pour l'auto-reconstruction? Je ne dirais pas individuel, mais je dirais par famille homogène. C'est-à-dire on doit distinguer des régions, des sous-régions, des localités, des sous-localités, et par famille homogène, on accompagne donc toute une frange de ces habitations. Et surtout, on explique. Vous savez, on a eu une expérience très intéressante et très humaine lors de ces tournées. D'ailleurs, hier, les équipes qui ont fait le relais m'ont fait le retour. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction de ces habitants lorsqu'ils sont écoutés. Et vous savez, lorsqu'on leur explique, vous savez, cette dalle et les meurtrières, vous n'aurez pas dû mélanger telle ou telle chose, vous aurez dû utiliser ce que vous utilisiez auparavant. Ils comprennent. Lorsqu'on leur dit attention, ça, pour cette opération-là, il faut un ingénieur, il faut un calcul, ils comprennent. Et donc, c'est cette campagne. Donc ça veut dire qu'il va falloir mobiliser des milliers d'ingénieurs. Oui, mais surtout mobiliser des gens expérimentés et qui ont l'intelligence humaine et relationnelle. Au-delà de la connaissance technique. Et certainement l'intelligence collective également. Exact. Troisième rang, Nabil Benazzouz, justement reconstruction en situation d'urgence, parce que nous sommes en situation d'urgence. Est-ce que c'est une opération à haut risque? Confort de vitesse et précipitation en clair. Oui et non, parce que si on observe les préalables nécessaires, il n'y a pas de souci. Si on s'occupe du site d'abord, les sites au pluriel, et puis du site concerné pour la construction du village donné, non. Et puis si on tient compte de tous les risques, on fait une vraie analyse des risques, il n'y a pas de souci pour le site. Quand j'ai 100 000 personnes à reloger, que j'ai l'hiver on est en automne, il y a l'hiver qui pointe du nez, est-ce que là, il y a cette urgence? Voilà. Et cette temporalité, il y en a qui disent il faut aller vite et bien, mais est-ce qu'on est capable d'aller vite et bien? La question est posée. Oui. Est-ce qu'il y en a qui considèrent qu'il faut d'abord reconstruire, en fait, en tout cas loger, ce qui est fait d'ailleurs, les populations rurales qui ont réussi à survivre face à ce séisme, un relogement d'urgence, les tentes, le temps de voir un petit peu ce qui se passe, ensuite un logement temporaire et ensuite un logement durable. Le faire avec un séquencement en 3 étapes. Est-ce que vous dites, est-ce que ça c'est beaucoup plus sage de le faire et de dire même si on met 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, peu importe, ou vous dites, non, il faut reloger très rapidement les gens? Moi je crois que, comme disait le général à son chauffeur, il lui disait, roulez doucement, je suis pressé. En fin de compte, on a intérêt à faire vite, mais bien. Et d'ailleurs on retrouve cela dans les communiqués royaux. Ils parlent de rapidité, d'efficacité, et surtout de résultats palpables.
C'est-à-dire d'avoir une habitation durable. Et il parle aussi de pertinence oui. et de précision. Et donc, c'est cette pertinence dont on parlait tout à l'heure, pertinence avec les besoins locaux, et s'enquérir des vrais besoins, et même aider les locaux à exprimer leurs besoins, parce que peut-être souvent, ils n'ont pas les termes pour le faire. Et donc, il faut les aider à exprimer le besoin. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous, lorsqu'on va aborder un client. Parfois, le client ne sait pas exactement vraiment... Sauf que là, on est face à une catastrophe humaine, je le rappelle, entre ceux qui ont perdu la vie et ceux qui aujourd'hui ont perdu leur toit. Donc il y a une urgence, on est bien d'accord là-dessus. Ah, c'est sûr. Donc se dire, voilà, est-ce que là pour vous, de dire, voilà, il y a une situation d'urgence, par contre, et donc du coup, ça complexifie encore plus la situation. Je crois que la première des choses, c'est identifier les zones où on peut reloger les gens. Est-ce que ça a été fait valeur aujourd'hui? C'est en cours. C'est en cours. Ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas les reloger dans une zone qui présente encore plus de risques. Donc, c'est comme si on allait leur faire subir le drame de fois. Et puis, il faut arriver à les convaincre, surtout éventuellement de changer l'emplacement. Et puis, changer l'emplacement ne doit pas être mathématique. Il doit tenir compte des conditions sur place, des considérations de tribus, de liens familiaux, etc. Donc cette composante sociale, anthropologique, économique doit être présente, pas seulement le côté technique. Mais vous êtes d'accord avec moi, tout ça va demander beaucoup de temps. Vous savez que le chef de gouvernement était présent le week-end dernier à Agadir, dans un Douar d'ailleurs, il disait bon, il faudra à peu près 18 mois pour tout reconstruire. Il faut l'argent, le ministre du budget dit bon, il faudra plutôt 4-5 ans. Donc on a du mal à fixer la temporalité de la reconstruction. Est-ce que vous, en tant qu'expert spécialiste, Nabil Menazouz, et président de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie, vous dites attention, il faut y aller doucement? Est-ce que vous êtes plutôt favorable en disant il faut y aller tout doucement? Si ça met 2 ans, ça met 4 ans, ça met 5 ans, ça met 6 ans, ça met 10 ans, peu importe, mais il faut y aller doucement. Moi je dirais qu'il va falloir adopter un rythme intelligent. Qu'est-ce que j'entends par intelligent? S'il y a des zones où il y a visiblement pas énormément de risques, donc déjà on commence à les identifier. Donc on commence à reloger les gens dans ces zones-là. Et on commence par le moins dur vers le plus dur. Parce que sinon, vous savez, comme disent les anglo-saxons, il faut accepter de faire une erreur. Et il faut commencer, parce que sinon, si on se croise les bras et on voudrait avoir la solution idoine, idéale, ben on n'arrivera pas. Donc il faut commencer d'abord. Commencer par les zones les plus bien les cartographier, ouais. Et puis après, petit à petit, on y va au fur et à mesure. Quand on sait qu'on a à peu près 100 000, 120 000 personnes à reloger, on parle de la reconstruction de 60 000 habitations. Est-ce qu'on se dit, voilà, on est face à un chantier titanesque, vous qui êtes un expert dans le domaine, et que ça va demander beaucoup de temps si on veut faire quelque chose de durable? Moi, je dirais qu'avec le préalable de bien préparer les plateformes, on ne doit pas laisser les gens redécouvrir si leur sol, si leur plateforme est valable ou pas. Les gens doivent disposer, et ça c'est le rôle de l'État bien sûr, avec tous les opérateurs. Il faut que l'État définisse là où on peut construire et comment on peut construire. En distinguant, comme je disais tout à l'heure, les régions, sous-régions, localités, sous-localités, et en raisonnant par zone homogène. Si on a cela, avec après un accompagnement intelligent des autochtones et des gens sur place, mais un accompagnement bienveillant. Quand je dis bienveillant, pas seulement l'accompagnement technique, mais l'accompagnement, je dirais, qui tient compte de leurs besoins et un accompagnement qui est marqué par une écoute active. Ça va demander du temps, ça va demander de l'effort, mais c'est de l'effort bénéfique, parce qu'on aura gagné justement une opération bien faite, bien harmonisée. Et n'oubliez pas que dans ces régions-là, pour les valoriser, il n'y a pas que les habitations, c'est aussi des régions d'attractivité touristique et autres. Et donc, activité économique vivrière. Économique, parce que ces gens-là ne vont pas que dormir, ils ont besoin d'activités économiques pour vivre. Alors, quelles sont les activités économiques? Il y a l'agriculture, même si dans ces montagnes, elle est marginale, mais elle est là pour subsister. Et il y a aussi le tourisme, et il y en a d'autres. Et donc, il va falloir faire un arbitrage entre ces différentes activités, et comment faire de telle sorte que ces différentes activités, dans une intelligence territoriale bien réfléchie, comment faire un équilibre entre ces différentes activités. Menazouz, dernière petite question, est-ce que ce chantier-là est beaucoup plus complexe que lorsqu'il a fallu le plan de relogement des bidonvillois?
Est-ce que là, face à cette situation, où il y avait beaucoup plus de bidonvilles à travers le pays et l'opération de recasement et de relogement était beaucoup plus vaste, était beaucoup plus importante d'un point de vue numérique, mais là, est-ce que là, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent en matière de relogement des bidonvillois? En fait, c'est un séisme qui a touché la Terre, mais qui va aussi secouer un peu les paradigmes et les habitudes. Parce qu'en fin de compte, moi je dirais que, encore une fois, que Dieu ait ses victimes dans sa miséricorde, mais je dirais que l'un des points positifs de ce séisme, c'est justement ce besoin de revoir un petit peu ce qu'on fait. Et là, on retrouve cela d'ailleurs dans l'action qui a été annoncée de la création d'une agence. L'agence de développement du Haut Atlas, créée mercredi par décret d'ailleurs. Je crois que cette agence-là, à la lecture de ses prérogatives et à la lecture de ce qu'elle va faire, non seulement la reconstruction et la réhabilitation des ouvrages autour des sites dont je parlais tout à l'heure, mais aussi, elle va penser aussi aux activités socio-économiques. Elle va penser aussi à bien suivre les projets. Certains considèrent qu'une agence toute seule, d'ailleurs on n'a pas encore l'identité du pilote, mais ça ne suffira pas. Ah, ça ne suffira jamais. Mais si cette agence travaille en esprit coopératif, avec tout un ensemble d'intervenants, comme je disais tout à l'heure, des intervenants qui savent ce qu'ils font, qui maîtrisent leur métier, et surtout ce suivi, parce que dans les prérogatives de l'agence, il y a ce qu'on appelle le suivi des coûts, des délais, de la qualité, et il y a aussi l'évaluation. Est-ce qu'on a atteint les objectifs selon les indicateurs de performance? Alors avec cette approche-là, d'ailleurs nous on a toujours été demandeurs de cette approche-là, à ce qu'elle soit généralisée partout. D'ailleurs cette approche-là, elle existe dans des projets prestigieux. Alors si cette approche-là touche un terrain aussi vaste, 4 millions de personnes dans les 5 provinces. 6 provinces, c'est quand même important. Et puis avec 120 milliards de dirhams, donc c'est vraiment l'occasion au jamais d'instaurer cette vision, je dirais, holistique, cette vision qui fait participer tout le monde et dans une intelligence favorable aux localités. Merci infiniment à vous. C'est moi. Nabil Benazou, c'était un plaisir. Je rappelle président de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie, la FMCI, voilà, qui regroupe différents bureaux d'études, bureaux d'audit, des laboratoires également, et qui intervient dans différents corps de métier et qui est sur le terrain depuis cette tragédie qui a touché notre pays, qui a frappé malheureusement nos populations depuis le 9 septembre dernier, c'est-à-dire au lendemain de cette catastrophe naturelle et ce séisme du 8 septembre. Merci infiniment à vous pour cet éclairage et à très bientôt. C'est moi, merci.